C'est bien que tu parles de bio, parce que ça m'intéresse. J'ai deux questions. La première, c'est, j'ai pas vu beaucoup de vergers bio ici à Québec. Donc la première, c'est, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il n'y a pas beaucoup de vergers bio et pourquoi toi tu fais du bio? Au départ, là, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de vergers bio parce que c'est ça, c'est très difficile. C'est une culture qui est très difficile, même en conventionnel, d'avoir des belles pommes. Il y a plusieurs applications de pesticides. Fait que c'est sûr que si on s'en va dans le bio, là, c'est sûr que c'est toujours plus risqué parce qu'on a des produits qu'on peut appliquer, là, des biopesticides. Sauf que ces biopesticides-là sont moins efficaces, sont beaucoup plus chers aussi. Puis il y a pas beaucoup de recherche là-dedans, fait que c'est plus difficile là, d'avoir tous les effets de tous ces biopesticides-là. C'est plus travailler en bio, c'est plus de travailler en prévention, de créer des écosystèmes, d'implanter des insectes bénéfiques, des choses comme ça. C'est plus une autre voie là, qu'on essaie de prôner. Puis c'est sûr que c'est plus difficile, plus risqué. Fait que je pense pour ça que pour cette raison-là qu'il y en a moins qui se lancent là-dedans. Parce que tout à l'heure on parlait que tu avais un lac là. Mhm. Donc toi tu vois une différence avec le lac peut-être? Ben c'est sûr que l'étang, j'ai lu beaucoup là, sur tout ce qui est verger bio, beaucoup en Europe, ici la recherche qui se fait aux États-Unis. Puis c'est sûr qu'un plan d'eau, ça amène une biodiversité avec plusieurs espèces de crapauds, de grenouilles, d'oiseaux qui viennent faire un tour, d'insectes qui viennent s'abreuver aussi. Fait que ça vient recréer un écosystème, ça attire beaucoup d'espèces d'insectes, d'espèces animales. Puis ça aide à créer un écosystème qui est différent, surtout les oiseaux qui sont très intéressants, comme les pics qui peuvent manger une quantité astronomique d'insectes dans une journée. Fait que c'est des choses comme ça qu'on essaie d'implanter au verger, là. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de problèmes que les voisins qui font pas du bio? Ben oui et non, ça dépend. Des fois, c'est des problèmes qui sont différents. C'est sûr que je suis pas au courant de ce qui se passe dans tous les autres vergers, là, mais en général, c'est pas mal les mêmes problèmes. Le principal problème auquel on fait face, c'est quand il vient le temps d'éclaircissage. Ça, il n'y a pas vraiment de technique à part de le faire manuellement. Fait que ça, c'est sûr que c'est un problème là, qui est un petit peu plus compliqué à régler. L'éclaircissage des pommes à l'automne, là, c'est d'enlever des petites pommes, pas à l'automne, je veux dire à l'été, enlever des petites pommes pour que les autres soient plus grosses et que l'arbre ait une bonne charge, là. Ça, habituellement, les producteurs conventionnels appliquent là, des régulateurs de croissance ou des pesticides comme ça là, pour faire tomber les pommes. Nous, on travaille à la main. C'est le principal problème. T'as des coups de main ou t'es tout seul? Oui, j'ai du coup de main. J'ai Nathalie, là, Nathalie Gay, qui nous aide beaucoup, là, tout ce qui est production de cidre, tout ce qui est embouteillage, filtration. On travaille beaucoup dans la cidrerie. Beaucoup au verger aussi, pour kiosque. Elle nous aide à faire de la représentation aussi pour les salons. Puis en saison aussi, on a plusieurs cueilleurs là, qui viennent nous aider. Là. Cet automne, on était 8. Au total là, pour cueillir les pommes. Là. Plus des gens qui travaillent à la boutique aussi en saison. Et du coup, pourquoi toi tu fais du bio? Bien, le bio, dans le fond, c'est venu d'un petit peu, là, on était tanné des pesticides. Je trouve que j'ai le plus beau métier au monde, sauf que la partie pesticides, là, c'est la partie que je détestais le plus. C'est moi qui fais les applications. On rentre en contact beaucoup avec les pesticides. Puis aussi, bien, c'est notre milieu de vie ici, là, c'est notre cour arrière, notre terrain de jeu. On a eu des jeunes enfants, fait que c'est ça, là, ça fait réfléchir là, d'appliquer des pesticides là, dans notre cour arrière. Fait que si on. C'est ça, j'ai lu beaucoup, j'ai guessé un peu, on n'était pas sûr que ça allait fonctionner au début. On a fait des essais, des erreurs, puis finalement on a décidé, là, c'est ça, en 2014, en 2013, dans le fond, c'est la dernière année qu'on a appliqué des pesticides. Ouais, donc t'as eu une sensibilité et puis tu t'es dit allez je me lance quoi. Ouais, exact, c'est ça. Ça demande du courage je trouve hein, quand t'es un des seuls à le faire. Ouais, quand même, on avait un filet de sécurité aussi avec la production de cidre. On se dit, tu sais, si les pommes sont moins belles un peu, ils peuvent servir à la production de cidre. Fait que ça, c'est sûr que ça laisse une marge de manœuvre. Mais à date, on a des très belles récoltes, je vous dirais, là, quand même. C'est très permaculture hein, d'avoir plusieurs fonctions, d'avoir la cueillette de pommes mais aussi la cidrerie, donc ça développe un peu ta résilience. Exact. S'il y en a qui marchent moins bien, ouais, c'est ça, on peut malin, travailler là-dedans, c'est ça, puis ça amène une plus-value, c'est sûr, aux produits. Les pommes qui sont moins belles un peu, qui sont plus petites, mais sont valorisées. Il n'y a pas de déchets quoi. Non, exactement, ouais. Ici, là, non, c'est ça qui est beau le fun. Ça me parle. On a parlé un petit peu des ravageurs, donc je te demandais comment tu les gères, tu me dis que tu avais un lac. Est-ce que tu as d'autres manières de lutter contre les champignons? C'est sûr qu'on fait des applications de fongicides, là, des biofongicides. Là. On fait une application de cuivre par année, puis quelques applications de souffle. Là. Ouais, le cuivre, on essaie de limiter parce que c'est quand même, c'est ça, c'est approuvé en bio, c'est ça, c'est contesté un petit peu, fait qu'on fait seulement une application au printemps. Ça aide aussi à atténuer la brûlure bactérienne, fait que c'est pour ça aussi qu'on le fait. Puis c'est ça, sur son travail avec le soufre, on a le bicarbonate de potassium, on a aussi le lime sulfure, ça qui peut nous aider, la chaux soufrée.
Fait que c'est des choses qu'on peut utiliser là, pour le principal problème là, qui est la tavelure au Québec. On a un climat qui est vraiment humide, on a beaucoup de pluie, on a beaucoup d'humidité aussi, de chaleur à l'été. Fait que c'est des climats qui sont favorables aux champignons. Ils commencent à se développer sur les feuilles, puis si on traite pas, puis si on le laisse aller, ça va se développer aussi sur les pommes. Fait que là, ça peut faire craquer les pommes, les empêcher de grossir. Ouais. C'est sûr qu'on a une tolérance, une petite tache noire, là, on ne viendra pas fou avec ça, mais quand ça empêche la croissance, ça fait craquer la pomme, c'est plus compliqué. Une autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on a eu la chance, c'est que mon père est un petit peu sensibilisé à ça. C'est qu'on a des parcelles qui sont résistantes à la tavelure. C'est qu'on travaille avec des variétés qui sont prédisposées à être résistantes ou peu sensibles à la tavelure, fait qu'ils ont besoin de beaucoup moins d'applications de pesticides. Même, il y en a comme la Liberty qui est juste là, c'est pour ça qu'il l'appelle Liberty. Elle est complètement insensible à la tavelure, là, sans traitement. Fait que c'est ça qui est... C'est avec des variétés rustiques. Exactement, ouais, des variétés qui sont résistantes. Ouais. Variétés qui sont moins connues, des fois qui sont un peu plus dures à vendre. Il n'y a pas de gens qui appellent pour avoir de la Liberty ou de la Red Free, mais quand ils goûtent, Mais Liberty, c'est comme la Macintosh, hein, plus ou moins? Ouais, plus Cortland un petit peu. Okay. Ouais. Mais petite, les gens ne l'aiment pas parce qu'elle est petite souvent, mais très bonne. Ouais. C'est des variétés là, qu'on travaille beaucoup puis qu'on va replanter aussi à l'avenir. Toutes des variétés qui sont résistantes à la brûlure, pas à la brûlure bactérienne, à la tavelure, avec des porte-greffes aussi qui peuvent être résistants à la brûlure bactérienne. Et du coup, il faut juste parvenir à faire un bon coup de pub. Exact. Pour que les gens soient ouverts à des choses qu'ils connaissent pas. C'est ça. Ou faire goûter, des fois, on peut avoir des petites dégustations au kiosque pour aider à faire découvrir des nouvelles variétés là, qui sont moins connues un petit peu. Ça peut être ta carte de visite carrément, parler de... Ça nous différencie, c'est ça. Cidrerie ancestrale, tu vois, je sais pas, tu vois, rustique. Ouais, carrément, ouais. Comment tu protèges tes arbres en hiver? Bien, la protection des arbres en hiver, c'est sûr que c'est un bon défi. Là. Surtout un site ici qui a vraiment beaucoup de neige, là, spécialement cette année. L'idéal, c'est d'installer des brise-vents là, qui sont sur la ligne de terrain, mais c'est sûr qu'idéalement, le brise-vent, il faudrait qu'il soit comme chez mon voisin, là, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne distance entre la culture à protéger puis le brise-vent. Ici, c'est un peu proche. C'est sûr que c'est pas parfait. Là. On essaie d'implanter quelque chose, là, mais c'est sûr que ça reste un grand problème. Là. Il y a des petits coins là, qui sont très enneigés. Là. Fait que, pour le choix du site, c'est peut-être pas l'idéal, la neige qu'on a ici, mais il y a d'autres qualités au site là, qui... Est-ce que tu pourrais déneiger ou bien c'est juste trop de boulot? Non, c'est trop de boulot. Non, c'est ça, c'est terrible. Là. Ici, on est environ 6 pieds de neige encore là, présentement. On est le 5 avril. C'est fou, là, c'est juste fou. Là. C'est la glace, là, ça fait casser des branches. On en voit ici qui ont cassé. Là, on coupe un peu. Ouais, c'est ça, c'est dur. Ouais. Comme sur la Lune. Tu parlais de haies brise-vent. Tu peux en dire un petit peu plus? Parce que je trouve ça intéressant comme concept. Ben, c'est sûr que des haies brise-vent, c'est quand même assez long à implanter, mais ça peut être intéressant là, d'amener une porosité qui est intéressante pour protéger une culture. C'est sûr que c'est ça dépend tout le temps des vents dominants. Là. Nous, on a un vent dominant qui vient nous frapper comme en diagonale. Là. Fait qu'il y a des endroits qui sont un peu mieux protégés que d'autres. Là. Mais on voit qu'il y a quelques trous dans le brise-vent, là, fait que c'est sûr que c'est pas parfait. Il faudrait qu'on plante des nouveaux arbres, des espèces là, qui viennent nous protéger un petit peu plus. Pourquoi est-ce que ça doit être assez loin, là, les brise-vent et pas proche? Parce qu'il y a une certaine corrélation. Là. Si on met le brise-vent trop proche, ça accumule la neige très proche du mur, dans le fond, qu'on est en train de créer. Ouais. Fait que si on veut protéger, là, ça accumule plus de neige sur le bord, mais après ça, ça protège sur une plus longue distance. Est-ce que tu devrais avoir plus de hauteur aussi dans le brise-vent? Ben là, c'est sûr que là, la hauteur est quand même assez bonne. Là. Il y a une formule aussi, je me rappelle pas par cœur, je pense que c'est 5 fois qu'est-ce que tu as à protéger, quelque chose comme ça, ou 4 fois, il faudrait vérifier. Là, dans un mois, la neige fond, tu te rends compte qu'il y a pas mal de branches qui sont cassées. Qu'est-ce que tu fais? Ben c'est sûr que si c'est une grosse cassure, là, on n'a pas le choix, il faut couper. Si on voit que la branche elle peut quand même se recoller, parce que ça se ressoude quand même pas si mal, là, on peut les attacher ou les taper pour être sûr qu'ils ne décollent pas. Puis c'est ça serait d'enlever les pommes cet automne là, pour ne pas y créer du poids supplémentaire. Puis en général, là, tout dépendant de la blessure, là, si c'est assez mineur, là, on peut ressouder. C'est sûr que des fois, ça peut faire juste une saison ou deux, ça ferait quand même faiblesse, mais ça peut nous conserver nos pommes encore là, quelques saisons, des fois pour un bon bout. Là.
Tu dis que tu mets du tape autour? Ouais, c'est C'est ça. un spécial ou bien Non, n'importe quoi, tape ça, en hockey, c'est ça. hein? Tu peux Ok. mettre un linge là, pour pas coller directement, là, puis on Ouais. tape Ouais. du hockey ou des rubans là, médicinaux, n'importe quoi qu'on a sous la main, là, des élastiques. J'avais mis des colsons comme ça, là, ça marche aussi ça ou pas trop? Enfin, plutôt Ouais, ça peut être bien. Ouais, c'est ça. Si tu tiens deux coins, là, ça dépend de la branche, mais c'est ça, c'est d'y enlever son poids. Puis on le voit des fois, on a fait des tests, là, ça sort ça d'assez surprenamment. Ok. C'est sûr, des fois, c'est pas parfait, là, mais quand même, ça peut nous sauver un peu. C'est quoi ta manière de conserver tes pommes? Les pommes chez nous sont conservées en chambre froide. Là. On n'a pas d'entrepôt atmosphère contrôlé. Fait que ça prend un endroit qui est vraiment que l'humidité est évacuée parce que la pomme continue de respirer là, une fois qu'elle est cueillie. Fait que c'est d'éliminer là, toute cette humidité-là puis de la rafraîchir environ à 4 degrés Celsius. Là. Les gens qui ont un cabanon, des fois, en gardent souvent dans une glacière ou des choses comme ça. Mettre des linges humides au fond là, pour justement absorber l'humidité, des linges à vaisselle ou des choses comme ça. Vous pouvez les garder. Là. Une Cortland Spartan qui est cueillie ici peut être gardée jusqu'à Noël, là, janvier, des fois février même. Là. Si c'est bien conservé, à l'abri de l'humidité puis au frais. Tu dis cette pomme-là parce qu'elle se conserve pas tellement? Non, Ouais. non, c'est eux qui se conservent le plus, le Spartan Cortland, mais c'est pas toutes les variétés qui se conservent comme ça. Le Spartan Cortland, c'est vraiment les championnes là, de la conservation. Ouais. Je pensais que c'était plus long que ça, les pommes. Ben, ils peuvent les garder en atmosphère contrôlée, Non, là, c'est- 3 à 4 mois environ. Fait que d'habitude, là, on dit, mettons, c'est cueilli en octobre, 3 à 4 mois. Après ça, elle commence à être molle un peu. C'est le temps des compotes, un peu plus. Tu parles de chambre froide, c'est celle où tu as une aération en dessous pour faire rentrer l'air froid. C'est ça, et puis une aération au-dessus. Ouais, s'il y en a qui ont ça dans leur maison, nous, on a un compresseur et ça fonctionne électrique avec Ok, c'est température électrique, contrôlée. ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, là. c'est Mais ça. pour les gens à la maison, ça peut être intéressant là, de faire ça. Là. Il y a plusieurs idées de plans. Là, des Puis fois, du c'est intéressant. compresseur, c'est pour refroidir, c'est ça? Exactement. Ok. Puis en même temps, le compresseur, ça fonctionne exactement comme un frigo. Ouais, ok. Un gros frigo qui enlève l'humidité aussi puis qui refroidit. Tu parlais des porte-greffes à un moment donné. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu quel porte-greffe tu utilises, toi? Dans le fond, ici, il y a plusieurs porte-greffes. Là, on est en réflexion justement parce qu'on va avoir une nouvelle plantation au bout de la terre complètement. Là, on va avoir environ 600 à 700 nouveaux pommiers. Puis on est en réflexion de quel porte-greffe qu'on va appliquer. Là. Dans le fond, quand on commande un pommier, nous, on commande nos pommiers chez les pépiniéristes, là, des professionnels qui font les pommiers. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un porte-greffe. Le porte-greffe, ça se trouve, il y a plusieurs noms ou numéros. Là. Ça se trouve être des souches de pommiers qui sont très, très résistantes, souvent qui viennent de Sibérie ou des États-Unis. Mais les pommiers sont résistants aux maladies, au froid, qui est important aussi dans la région de Québec. Sauf que leurs pommes ne sont pas bonnes. Ils sont vraiment... Ou sont petites pommes, il n'y a pas de bonne production ou choses comme ça. Fait qu'ils prennent les troncs, puis ensuite, ils nous greffent la variété de pommes qu'on veut dessus. Si on veut Honeycrisp, présentement, qui est super populaire, ou Liberty, ou n'importe quel. Fait qu'on choisit notre porte-greffe en fonction de sa résistance, en fonction aussi de la hauteur des pommiers. Parce qu'il y a des pommiers qui sont nains, qui viennent environ à 8 pieds de hauteur, 8 à 10 pieds, tout dépendant des porte-greffes. Puis on peut avoir des pommiers semi-nains, eux, qui vont en 10, 16 pieds. Là, 106, ça? Ouais, 106, là, c'est un séminaire, ça vient plus gros un petit peu. Fait que là, c'est dans notre choix ensuite d'espacement, parce que là, si on met un pommier semi-nain, on peut en mettre un à tous les 9 pieds, par exemple. Pourquoi aller vers du nain ou du semi-nain? Ben le nain, c'est beaucoup plus facile à travailler, là, puis c'est moins long avant de produire. Un semi-nain, là, tout dépendant des techniques qu'on utilise, là, ça peut produire des pommes, avoir une bonne production. Là, je parle en 4, 5, 7 ans, là, tout dépendant qu'est-ce qu'on y fait. Un pommier semi-nain, ça va beaucoup plus vite, là, 2, 3 ans, des fois, on peut avoir une bonne production. Là. Puis c'est plus facile à travailler quand on arrive au niveau de la taille, tout est à portée de main. C'est plus facile aussi pour la cueillette. En général, les pommes sont plus belles parce qu'elles sont toutes bien espacées, sont toutes au soleil. Tout le monde a une plus belle qualité de pommes. Souvent, dans un semi-nain, il reste tout le temps des petits endroits où il y a des pommes un petit peu plus vertes, un petit peu plus petites. Là. C'est ça. Ça dépend. Là, il y a plusieurs philosophies là-dedans aussi. Là. C'est pour ça qu'on se questionne un petit peu là, pour qu'est-ce qu'on va planter en haut. Là. Et du coup, tu fais des tests, les deux, comme ça. Ouais, c'est ça. On a plusieurs variétés, on a plusieurs sortes de porte-greffes. On se tient au courant aussi avec les centres de recherche. Tout ce qui se publie aussi, c'est une nouvelle variété. Il y a beaucoup de recherches qui se fait. Fait que c'est ça. Puis on est en lien avec notre agronome là, aussi qui nous aide là-dedans. T'as des contacts, quoi. Ouais, il faut. Ouais, on peut pas faire ça tout seul. Ça prend de l'aide un peu. Là. Donc moi, je fais la permaculture. Mhm. Donc quand je vois tes rangées de pommiers, je me dis, est-ce qu'on pourrait mettre des arbustes fixateurs d'azote, par exemple, ou bien quelque chose qui couvre le sol? C'est quelque chose qui est intéressant. Il y a de plus en plus de recherches qui se fait avec ça, justement, là, avec
la série Les Fermiers, là, ils font plusieurs tests là, de haies comestibles ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y a quelque chose à faire, ce serait de voir. Là. Présentement, il n'y a rien. Là. C'est sûr que nous, on laisse quand même un bon couvert végétal. Il y a plusieurs espèces de fleurs, d'herbes aussi qui attirent beaucoup les insectes prédateurs. Fait que c'est un peu plus comme ça qu'on travaille, mais c'est sûr qu'on sera ouvert peut-être à implanter d'autres choses là, qui pourraient être intéressantes. Là. Ça, c'est sûr. Là. Toi, par rangée, tu vas avec la même espèce? Oui, Bien, tu exactement. varies Ouais. un petit peu? Non, Ok. c'est chaque rangée en général là, est une variété. Là. Ok. Ouais, pour favoriser la pollinisation. Au départ, Ok. ça avait été. Ça aide vraiment? Ouais. De les Ben, il y a rajouter, certaines variétés ouais, qui ont besoin Ok. de- d'une variété à côté. Là. Fait qu'en Ouais. étant tout à côté d'un pommier de chaque variété. Là, Oui, je parlais vite fait des fixateurs d'azote. Est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que c'est utile ou bien tu t'en sors sans? je sais pas. Ben là, je m'en sors sans présentement. Ouais. Là. Ça fonctionne quand même assez bien. T'as La des pomme belles a productions, pas... Ouais, c'est ça. La pomme, quand les vergers sont déjà implantés, n'ont pas des grands besoins en azote. C'est surtout les nouveaux pommiers dans les nouvelles plantations. Là, c'est sûr que pour ça, là, justement, on parle avec notre agronome. Il y a plein de techniques là, de Suisse, justement, de faire un style sandwich suisse, qu'ils appellent. Là. C'est de mettre des variétés fixatrices d'azote à 16 pouces chaque côté du pommier, puis dans le centre, de mettre une herbe qui pousse très peu, là, qui a une faible compétition. Fait que ça fait comme un sandwich, là. C'est pour ça qu'il y a 3 couleurs différentes, là, 2 Donc couleurs pas différentes. mettre dans le rang directement, Mais sur le côté, ouais. parallèle quoi. Ok. Ouais, c'est ça, comme si on faisait une bande, là, chaque côté là, de la rangée de pommiers. Avec un couvert végétal sur le rang, qui a une faible compétition aussi. Là. Il y a plusieurs tests qui se font là-dedans aussi. Là. Pas de compétition et pour garder l'humidité. aussi, Exact, tout ça, ouais, quoi, c'est ouais. ça. Ouais. Ok. Ça, c'est sûr que pour les nouvelles plantations, on va y aller avec quelque chose comme ça, là, parce que c'est plus facile à implanter quand c'est nouveau. Là. Est-ce que tu peux expliquer comment on plante un arbre? Un arbre, c'est assez simple à planter. On prend tout le temps le porte-greffe. On creuse un trou. Premièrement, idéalement, c'est peut-être vu que c'est une plante qui va être là longtemps, un arbre, c'est plusieurs années, ça va à peine peut-être amener là, des mycorhizes ou quelque chose là, dans notre trou. Ça prend un bon trou assez large, puis ça prend une terre assez meuble. Les vergers aiment les terres là, bien drainées, un peu rocailleuses. Là. Fait qu'on creuse un trou avec une pelle, environ, là, je sais pas, là, 16 pouces de diamètre, assez profond aussi pour mettre nos racines. Les pommiers qu'on a, nous, souvent, sont à racines nues, fait qu'on on les trempe un peu dans l'eau pour les humidifier. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on enligne la base du porte-greffe avec le vent dominant là, pour pas que l'arbre se trouve à pencher. On se trouve à laisser l'espace d'un point entre le sol puis le porte-greffe, là, la greffe. Puis ensuite, on recouvre tranquillement, puis on arrose. Là. C'est important d'amener beaucoup d'eau là, au moment de la plantation, puis les jours suivants. S'il y a des sécheresses aussi, les pommiers qui viennent d'être plantés n'ont pas des grosses racines. Là, fait que c'est important aussi de les arroser régulièrement. Puis normalement, là, ça va assez bien. Quitte à mettre un peu de mulch aussi pour Ouais, éviter, ça peut tu être vois. intéressant Ouais. aussi, garder l'humidité, garder l'eau, c'est ça. Pas trop taper aussi le sol autour là, pour garder de l'air pour les racines. Faut pas trop taper, faut pas trop Non, faut tasser. pas. Un Ouais, petit faut peu. tasser mais un pas peu trop. quand même, Ouais. là, mais pas trop non, parce que ça peut empêcher l'eau de descendre. Puis... Tu peux parler du cidre un petit peu? Tu vois, est-ce que c'est des pommes différentes de celles qu'on mange ou... Non, c'est les mêmes variétés qui sont mangées. C'est sûr que les variétés sont assemblées. Dans le fond, dans les sites, il y a plusieurs variétés différentes. Là, on travaille beaucoup avec Spartan, Cortland, puis la McIntosh pour amener une petite acidité. Puis on a 2 sites de glace qui sont faits différemment. Là, dans le fond, 2 techniques différentes. Dans la première, on utilise un jus de pomme qu'on gèle à l'extérieur. Fait que les pommes sont cueillies en automne, sont gardées dans notre chambre froide. Quand il annonce un bon gel pour une bonne période, là, souvent en décembre ou des fois début janvier, là, on presse le jus. On fait plusieurs milliers de litres de jus qu'on envoie geler à l'extérieur. Le jus gèle pendant plusieurs semaines, des fois plusieurs mois. Ce que ça fait, c'est que l'eau dans le jus gèle, mais pas le sucre. On se trouve à pomper le jus qui est sucré, 5 fois plus sucré qu'un jus conventionnel. On ajoute nos levures, on fait fermenter pour produire notre cidre de glace, le brise-glace. C'est comme ça que ça marche le cidre de glace alors? C'est Ben, faire c'est du ça, jus, c'est le qu'il y a faire 2 geler? techniques, ouais, c'est ça. 90-95% du cidre de glace au Québec, c'est fait de la façon que je vous parle, la cryoconcentration. Là. On fait geler le jus de pomme à l'extérieur. De cette façon-là, ça te permet d'avoir un cidre qui est régulier à chaque année, qui a moins de pertes aussi, c'est plus facile. Puis on fait aussi le brise-glace UV Prestige, c'est qu'on laisse là, des pommes gelées dans les arbres. On laisse quelques variétés différentes. C'est sûr qu'à chaque année, c'est différent. Il y a des pommes qui tombent plus, des pommes qui tombent moins. On ne sait jamais trop quelle quantité de pommes qu'on va avoir à la fin. Fait que ça, c'est une pomme qui est cueillie gelée.
Souvent, c'est entre mi-décembre et début janvier. Il faut qu'elle ait plusieurs gels et dégels, puis ensuite, il faut qu'elle soit complètement gelée. Avec le gel dégel, ce que ça fait, c'est que ça vient confire la pomme, ça vient cuire la pomme. La pomme, elle s'en trouve comme un peu plus avec des arômes de pomme cuite. Fait que quand on presse la pomme, c'est le même principe. L'eau reste emprisonnée dans la pomme parce qu'elle est gelée. On se trouve à presser juste le sucre. Ça sort vraiment très sucré, là, très dense, à peu près la moitié de la densité là, d'un sirop d'érable. Ça coule tout tranquillement, puis là, on recueille ce jus-là, puis on fait fermenter pour faire notre brise-glace qui veut Prestige. Là, ça, c'est vraiment un produit qui a une belle finesse, mais c'est sûr c'est un produit qui est en quantité limitée. Là. Beaucoup de travail, mais ça vaut la peine. On a gagné plusieurs médailles avec ces produits-là. Ok. Tu as parlé de pas mal de cidres juste avant. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents cidres? C'est surtout le niveau d'alcool qui change beaucoup, le niveau de sucre, puis aussi le fait que ce soit pétillant ou non. Là, on joue là-dedans. Là, on travaille beaucoup, là, on fait des tests. On va sortir un nouveau cidre justement dans les prochaines semaines. Quelques nouveaux cidres, mais un qu'on est bien fiers, c'est un cidre de fermentation spontanée. C'est dans le fond, c'est consistant des levures indigènes, là, des levures qui sont présentes là, dans le jus ou sur la peau des pommes, qu'on laisse fermenter tout simplement comme ça. C'est sûr qu'il y a une surveillance, il y a plusieurs petites étapes, plusieurs petites touches à faire, mais sans ajouter rien. C'est un cidre là, qui est complètement naturel, qui n'a aucune levure d'ajoutée, qui n'a aucune filtration, aucun collage, un cidre nature à 100%. Si moi je veux faire du cidre chez moi, c'est possible? Oui, c'est c'est un peu possible. compliqué, Oui, c'est ça. Non, ça se fait quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a des petites techniques de base, là. Il y a plusieurs livres sur le sujet, là. Mais c'est relativement simple. Comme faire de la bière ou du vin à la maison, là, c'est relativement simple. Ouais.